Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Conservatoire Arthur Honegger pour la dernière séquence de cette journée sur les épaules des géants, une manifestation initiée par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS et l'Université Le Havre Normandie. Une dernière séquence qui va prendre la forme d'une masterclass intitulée « Vivre dans le voisinage d'une étoile, des brises solaires aux ouragans de l'espace ». Masterclass pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Mio Janvier. Vous pouvez me rejoindre sur la scène, vous pouvez l'applaudir. Mio Janvier, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Vous êtes spécialiste des éruptions solaires et en particulier co-investigatrice scientifique des instruments SPICE et EUI sur la sonde Solar Orbiter, une mission de l'Agence spatiale européenne qui explore actuellement le Soleil. À votre activité d'astrophysicienne s'en ajoute une autre, celle de la transmission des savoirs. Dans ce sens, vous développez par exemple actuellement, avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, un projet pour présenter la mission Solar Orbiter en réalité virtuelle. Et tout de suite, vous allez donc nous emmener vers le Soleil, notre étoile, et notamment nous faire découvrir ses éruptions, soit ces gigantesques panaches de matière incandescente projetées dans l'espace depuis sa surface. Comment, pourquoi et avec quelles conséquences pour nous terriens et jusqu'aux confins du système solaire? Mio Janvier, c'est à vous. Merci beaucoup, merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vous vois pas forcément parce que j'ai le faisceau lumineux dans les yeux, mais j'espère vous emmener avec moi et vous faire sourire tout au long de ce voyage dans le système solaire et particulièrement plus proche de notre étoile. Alors pour moi, cet événement aujourd'hui est assez particulier parce que, en fait, comme l'a dit Mathieu, je fais pas mal d'actions de diffusion des connaissances. Je le fais par passion. Et en fait, depuis la pandémie, je n'ai pas eu l'occasion d'être au contact du public. Donc aujourd'hui, c'est la première fois depuis 2020 que j'ai un public devant moi, enfin un public réel en tout cas devant moi. Et donc, n'hésitez surtout pas à noter toutes vos questions si vous en avez pour la fin de cette masterclass. Donc avant de commencer, je vais vous poser quelques petites questions, donc intervenez si vous voulez, j'espère que oui. Qu'est-ce que vous voyez sur cette belle image ? La Voie lactée, effectivement. Alors, on la voit ici. Et la Voie lactée est composée principalement de ce que l'on voit ici. D'étoiles, exactement. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les termes que l'on emploie en astronomie, les étoiles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, ce sont des objets dans le ciel étoilé, justement, qui produisent elles-mêmes leur propre lumière, leur propre énergie. Et en fait, on va les distinguer d'autres objets que l'on peut aussi voir dans le ciel le soir, la nuit, qui sont des planètes. Des satellites, effectivement, aussi, on peut en voir, mais aussi des planètes. Alors, les planètes du système solaire, vous en avez 8. Alors, je ne vais pas vous noter, mais est-ce que des personnes dans la salle savent ouais. Mercure, ensuite Uranus et Neptune, très bien. Donc on a ces 8 planètes du système solaire. Et en fait, j'aimerais que vous rappeliez de l'ordre, parce qu'en fait, évidemment, celle qui nous intéresse le plus, nous, en tant que terriens, eh bien, c'est évidemment la planète Terre. Mais vous voyez aussi ces 2 petites planètes qui sont plus proches du Soleil, qu'on va aller aussi rendre visite tout au long de notre voyage. Je vais aussi parler de Jupiter et de Saturne, vous allez voir, plutôt vers la fin de notre voyage. Donc, encore une fois, on a cette différence entre le Soleil et les planètes. Et j'aimerais aussi, encore une fois, juste pour vous introduire le sujet, avant qu'on rentre dans le plus vif du sujet qui est le Soleil, j'aimerais que vous présentiez en fait une sorte de vidéo qui vous présente les différentes tailles, pour que vous rendiez compte un peu de la taille de ces objets. Alors, le Soleil, en fait, est une étoile qui n'est pas très grosse, elle n'est pas très petite non plus, mais elle est quand même très grande comparée aux objets de notre système solaire. Donc ça, c'est la Lune, le satellite naturel de la Terre. On a Mercure, donc la plus petite de nos planètes, suivie par Mars. La troisième, c'est Vénus, suivie de la Terre. D'accord ? Donc en anglais, nous sommes ici. Ensuite, on a Neptune. Donc vous voyez là les différences de taille. On a Saturne. Et puis la plus grosse planète de notre système solaire, qui est donc Jupiter. Donc tout ça, ce sont des planètes. Et à côté, eh bien, on a
le Soleil. Vous voyez la grandeur du Soleil. Mais si je compare le Soleil aux autres étoiles qui existent et qu'on en a vues, eh bien en fait, elle est plutôt petite comparée à, par exemple, Sirius, Pollux. Alors, j'aime bien montrer cette vidéo, notamment, des fois, je fais des visites de classe au maternelle et ils sont là, mais ça finit quand? Ça finit quand? Ben, ça finit pas encore, vous allez voir. Ça va finir bientôt. C'est toujours pas celle-ci. En fait, Antares est aussi toujours pas la plus grande. Celle-ci, c'est la plus grande ou pas? Eh ben non, c'est toujours pas la plus grande. En fait, ça, Canis Majoris, c'est la plus grande des étoiles que nous connaissions jusqu'à présent. Et donc, ça vous rend un peu, ça vous donne une sorte de perspective, une perspective des échelles que l'on peut rencontrer dans notre galaxie. Et ça, c'est, si on était à la surface de cette étoile, eh bien, ça serait la taille de la Terre. Donc, on est vraiment tout petit. Le Soleil est quand même un peu plus grand que nous, mais voilà, le Soleil n'est pas non plus la plus grande des étoiles que l'on est. Alors j'ai arrêté cette vidéo un peu abruptement parce qu'il y avait du son derrière. Ce que je veux montrer ici, c'est que le Soleil, quand même, on le connaît depuis vraiment pas mal de temps. Si vous allez, par exemple, dans des musées d'histoire de l'humanité, on peut voir que le Soleil est représenté à travers plusieurs civilisations. Par exemple, ici, la civilisation égyptienne, on a le dieu Ra. Et puis aussi, on a d'autres dieux qui sont associés au Soleil dans d'autres civilisations. Par exemple, la civilisation aztèque qui donnait une place très importante au Soleil dans sa culture. Alors, donc ça c'est juste pour les petits côtés historiques. Donc, le Soleil est présent dans nos vies depuis la nuit des temps, véritablement, sans jeu de mots. Et évidemment, aussi dans la culture populaire. Donc, est-ce que vous avez tous lu Tintin, j'imagine? Ça, c'est le Temple du Soleil. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe dans cette scène? Alors, il y a une éclipse du Soleil, effectivement. Donc, on a Tintin qui invoque les forces. Bon, il sait évidemment qu'il y a une éclipse qui va se passer. Alors, je ne sais pas qui dans la salle a déjà vu une éclipse. Ah, il y en a quand même pas mal. C'était celle de 99. Vous l'avez vue? Parce que moi, j'ai essayé de la voir, mais c'était nuageux à Paris, donc je ne l'ai pas vue à ce moment-là. Malheureusement, alors, encore une fois, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est une éclipse, en fait, qu'est-ce qu'une éclipse? C'est un phénomène naturel pour lequel, en fait, la Lune va passer entre le Soleil et la Terre et va venir bloquer les rayons lumineux du Soleil à un endroit précis de la Terre, donc évidemment pas sur tout le globe terrestre. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est quand on est sur le chemin d'une éclipse. Alors, pourquoi je vous parle d'une éclipse? C'est bien parce que, déjà, moi j'en ai vu une, donc c'est l'occasion d'en parler. J'en ai vu deux, mais celle de 99, elle n'a pas vraiment... Enfin, il faisait nuageux, j'ai rien vu. Mais en 2019, j'ai eu la chance de partir en Argentine. Alors évidemment, quand on travaille en physique solaire, à chaque fois qu'il y a une éclipse, on essaye d'avoir une conférence au même endroit. Donc on était en Argentine à ce moment-là avec plusieurs de mes collègues. Et c'était la première fois qu'on a vu une éclipse. Alors, j'ai pas le temps malheureusement de faire passer le micro, mais j'imagine que pour celles et ceux qui ont vu cette éclipse, ou ces éclipses, si vous avez la chance d'en voir plusieurs, il y a un moment, enfin je sais pas pour vous, mais je me suis dit c'est quand même incroyable. Je me suis dit que si je n'avais pas la connaissance de ce qu'il se passait à ce moment-là, c'est vrai que moi aussi j'aurais cru en des forces supernaturelles qui auraient peut-être annoncé des choses bonnes ou mauvaises sur Terre. Mais il y a quand même un moment, je trouve, de recueillement en tout cas, moi, ça m'a énormément inspirée. Je me suis dit, en fait, ça va vraiment au-delà même de mon travail. Je me rends compte qu'il y a vraiment des choses magnifiques auxquelles je n'étais pas préparée, alors que je vois le soleil, je regarde le soleil de manière quotidienne. Sur cette image-là, non seulement vous voyez l'éclipse, mais tout autour, vous voyez sans doute un halo lumineux. Je vais zoomer sur cette photo. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai prise. Ça, c'est une photo qui a été prise par. Alors on la voit un peu mieux sur cette image-là, enfin sur les deux écrans. On voit aussi les détails de la Lune qui passe devant le Soleil. C'est une image qui a été prise depuis la Terre, évidemment, et qui a été très bien processée, de manière à ce que l'on voit en fait apparaître la structure de l'atmosphère du Soleil. Parce que le Soleil, comme la Terre, a une atmosphère et ça forme une sorte de couronne autour du Soleil. Alors nous, on ne va pas chercher très loin, ça forme comme une couronne, on va appeler ça la couronne solaire, tout simplement. Donc c'est plutôt facile à se remémorer. Donc on a cette belle couronne solaire et
est-ce que vous voyez des choses un peu intéressantes? Est-ce que ça vous fait penser à quoi? Oui. Exactement. Il y a effectivement un endroit un peu rouge qui apparaît. Alors, il y a quelqu'un devant l'écran. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais en parler tout après, mais c'est très bien de l'avoir vu, parce que ça, ce sont des petites graines qui sont à l'origine des éruptions solaires dont je vais parler juste après. Mais avant ça, je voudrais vous indiquer aussi ces structures-là qui partent des pôles du Soleil. On dirait des sortes de cheveux, une sorte de chevelure. Ça, c'est la chevelure quand elle est bien lisse, et puis on a aussi la chevelure un peu empêtrés en quelque sorte, les cheveux un peu empêtrés du Soleil. Ça, c'est ce qui se passe plutôt à l'équateur du Soleil. Alors, au cours d'un cycle solaire, en fait, le Soleil a un cycle. Alors, au cours de sa vie, en fait, il en aura des millions. C'est un cycle, enfin même des milliards, c'est un cycle qui dure à peu près 11 à 13 ans, au cours duquel le champ magnétique, j'en parle un petit peu plus après, va se retourner. Et donc, cette chevelure, en fait, va se complexifier au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, on va rester juste avec cette structure-là. La chevelure qui est moins empêtrée au pôle et un peu plus empêtrée au niveau de l'équateur. Et en fait, ça nous permet de repérer des structures, donc l'aspect brumeux qui est l'atmosphère du Soleil, et des structures en fait qui vont s'échapper dans le système solaire. En fait, en permanence, on a un écoulement de matière solaire, des particules du Soleil, qui s'échappent jusqu'aux confins du système solaire. C'est ce que l'on appelle le vent solaire. D'accord, donc d'où le titre de ma présentation qui est les brises solaires. En fait, nous sur Terre, on ne le ressent pas évidemment, mais sur Terre, en fait, on se reçoit en permanence des brises qui nous viennent du Soleil et qui sont donc composées de cette matière solaire. Alors ça donne ça, si on le fait schématiquement, on a ces sortes de chevelures un peu empêtrées qui rebouclent sur elles-mêmes, ce qu'on appelle des boucles solaires, et puis d'autres qui vont s'échapper comme une sorte de chevelure assez libre et qui vont amener ces particules dans le système solaire, le vent solaire. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement des petites particules schématisé ici. Alors, d'où ça part? Pourquoi est-ce que ça part? Eh bien, on va partir déjà du cœur du Soleil. Le Soleil, en fait, c'est un énorme aimant, un peu comme la Terre, mais avec un aimant qui est un peu plus puissant. Donc le même aimant que vous collez sur votre frigidaire, par exemple, imaginez cet aimant-là en 10 000 fois plus important, eh bien, c'est notre Soleil. Et vous voyez que si, alors je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, je ne sais pas si on l'a fait toujours à l'école. Moi, à l'époque, on avait cette expérience, on avait des petites barres de fer et de la barre d'aimant, et de la limaille de fer, la petite poudre de fer. Et si vous passez une sorte de plaque de verre au-dessus, donc si vous mettez une plaque de verre au-dessus de la poudre de fer et que vous mettez votre aimant, normalement, vous allez voir se dessiner ce qu'on appelle les lignes de champ. Est-ce que ça vous parle? Oui. En fait, c'est un peu la même chose. Ce qui se passe quand je reviens ici, eh bien, en fait, alors c'est pas de la limaille de fer, c'est des particules solaires qui sont attirées par le champ magnétique du Soleil. Et c'est ce qui fait que l'on voit cette structure au niveau des pôles et de l'équateur. Donc le Soleil, encore une fois, c'est un énorme aimant qui va diriger la matière dans son atmosphère. Alors, ça donne ça, et ça, c'est une modélisation de son champ magnétique. Vous avez vu, tout à l'heure, j'avais dit, cette chevelure, elle se complexifie au cours du temps, et c'est ce que l'on voit ici. Maintenant, on voit beaucoup moins cette chevelure un peu plus lisse au niveau des pôles, et beaucoup plus de complexité tout autour. Donc le champ magnétique, en fait, il est omniprésent, il est très important au niveau du Soleil. Sauf que vous allez me dire, mais moi, je ne vois jamais ça. Quand je regarde le Soleil, je vois toujours... Alors, pas directement, évidemment. D'accord, ne regardez jamais le Soleil directement avec vos yeux. Mais si jamais vous voyez des photos du Soleil, en fait, nous, avec nos yeux d'humains, ce que l'on voit, c'est seulement la lumière qui est émise par le Soleil dans une gamme précise, qu'on appelle la lumière visible. Dans cette lumière visible, eh bien, le Soleil il apparaît plutôt jaune-orangé. Donc pas du tout les photos que je vous ai montrées jusqu'à présent, et encore moins les photos que je vais vous montrer après. Alors pour vous dire, en fait, quand on regarde le Soleil comme ça, on se dit mais c'est pas très intéressant. Enfin, moi je vois plein de choses intéressantes, mais comme par exemple ces petites taches ici, dont je vais parler un peu plus tard. Mais le Soleil, il n'a pas l'air très intéressant, mais en fait, il faut le regarder dans d'autres lumières.
Alors pour vous parler d'autres lumières, je vais d'abord vous parler du fait que la lumière, ce que l'on appelle la lumière de manière générale, en fait, elle a plein de composants, on va dire, différents. On a ce que l'on appelle la lumière visible, on a les rayons X, les rayons ultraviolets. En fait, tout ça, ça compose la lumière. La lumière, ce n'est pas que la lumière visible que nous, on peut voir avec nos yeux. Par exemple, Superman, je crois, a la possibilité de voir en rayon X. Alors nous, on n'a pas cette possibilité, mais si on avait la possibilité de voir en rayon X, on verrait le Soleil de manière complètement différente. Et donc tout ça, en fait, c'est pour vous dire que le Soleil, il émet dans toutes ces différentes composantes, les rayons X, le visible, ultraviolet, etc. Sauf que sur Terre, malheureusement, la plupart des ultraviolets, des rayons X, ne sont pas reçus. Donc on est obligé d'envoyer des satellites dans l'espace pour l'observer. Et on peut faire ça avec des télescopes bien précis. Alors, j'ai oublié de dire aussi dans ce diagramme, ce que je veux vous montrer, c'est que l'on regarde en visible, en ultraviolet ou en rayon X, en fait, on va avoir des températures différentes. Par exemple, là, moi, j'apparais à une certaine couleur de la lumière visible, ce que si vous voyez en rayon infrarouge, vous me verrez très rouge parce que j'ai très chaud là. Et donc, suivant les températures que vous allez voir, en fait, on va voir des composantes différentes. Le soleil très très chaud, la lumière très chaude qui vient du soleil, elle peut atteindre jusqu'à plusieurs millions de degrés. Alors vous verrez K. K, c'est une unité que l'on utilise, le Kelvin. À ces échelles-là, on parle de degrés Celsius comme de Kelvin de manière indifférente. Donc la surface du Soleil, en fait, on la voit en lumière visible. C'est quoi la surface du Soleil? C'est la première couche du Soleil. Donc le Soleil, à l'intérieur, il y a plein de choses. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais c'est là où le Soleil et toutes les étoiles vont créer leur énergie. Les photons qui sont créés, donc les composantes de la lumière qui sont créées, vont vouloir s'échapper. C'est un processus qui est extrêmement compliqué, qui peut mettre 10 000 ans. Mais une fois qu'elles atteignent la surface du Soleil, elles sont libres d'aller où elles veulent. Cette première couche, c'est ce que l'on appelle la photosphère, la première couche de l'atmosphère du Soleil. On est à peu près à 6000 degrés. On la voit en lumière visible. Maintenant, si je rajoute mes petites lunettes, ce que l'on fait avec des télescopes sur des satellites, on va commencer à voir la deuxième couche du Soleil que l'on appelle la chromosphère, qui, elle, est beaucoup plus chaude. On est à peu près à 50 000 degrés. Et maintenant, si j'étais comme Superman et que j'avais des lunettes en rayon X et en ultraviolet, je verrais cette fameuse couronne. En fait, la couronne, c'est la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil. Et on y voit des choses vraiment incroyables. Je vais vous montrer des vidéos. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que en fait, le Soleil, il apparaît un peu ennuyeux, en lumière visible, parce qu'on n'a pas, nous, la capacité, avec nos yeux, de voir la foison de toutes les choses qui se passent dans son atmosphère. Donc, encore une fois, on est obligé de chausser notre petite lunette, ce que l'on fait avec des télescopes dans l'espace. Alors, avant de vous montrer une petite vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo. En fait, on va voir différentes lumières qui nous viennent du Soleil. Et ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que l'on distingue des zones qui sont un peu différentes. Donc, par exemple, des zones qui sont un peu plus brillantes, ce qu'on appelle des zones actives. On va avoir, c'est un peu comme si on avait une zone volcanique au niveau de la Terre. Et puis, on a des zones plutôt calmes, un peu comme le Havre, par exemple, où il n'y a pas de tremblement de terre, en tout cas pas récemment. Et puis, des trous coronaux où il y a des vents très rapides qui s'échappent du Soleil, un peu où on a des zones où les ouragans se forment sur Terre. Donc on a des régions différentes du Soleil. Comme sur Terre, on va avoir des régions où on a des activités différentes. La vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir différentes couleurs, comme celle-ci. En fait, ce que c'est un télescope qui prend le Soleil dans son entier, mais dans des températures différentes. D'accord ? Donc encore une fois, on a des composantes de la lumière différentes. La première couleur, ce que vous voyez ici en jaune, c'est plutôt 6000 degrés. Et puis, au fur et à mesure, on va monter dans les températures, 50 000, puis 1 million de degrés, puis 10 millions de degrés. Pour vous les présenter ensemble, on a coupé chacune de ces images pour les montrer en tranches, mais évidemment, on prend le Soleil dans son entier avec ces différentes couleurs, ces différentes lumières. Donc, je vous laisse admirer un petit peu. On commence la vidéo.
Donc on va voir d'abord le Soleil en lumière visible avec de très belles taches solaires. J'en parlais juste après. Vous commencez à voir les différentes tranches. Donc c'est pris au même moment, simultanément, avec différents télescopes. Et vous voyez que ce qui apparaissait comme étant complètement calme, en fait, si on regarde plus haut dans l'atmosphère, on voit apparaître des structures très très chaudes. Encore une fois, plutôt calme. Et puis quand on hausse nos lunettes, on voit apparaître des structures. Les taches solaires, au-dessus dans l'atmosphère, on voit apparaître ces fameuses boucles. Vous vous rappelez ce que j'avais appelé comme une sorte de cheveux sur cette chevelure du Soleil. Et des régions plus ou moins complexes. Alors évidemment, ce que l'on peut faire aussi, c'est qu'on peut combiner ces différentes images ensemble. Et c'est ce que l'on voit ici. Alors là, c'est encore une fois pour vous montrer, encore une fois, si on voyait le Soleil avec nos yeux. Oups, je vais juste revenir. Ah, je suis partie. Je ne sais pas si elle va s'enclencher, sinon je peux la mettre directement. Voilà. Donc c'est une vidéo. Vous allez voir, elle va commencer à bouger une fois que les crédits sont partis. Qui prend, alors si je bouge mon curseur, vous allez, je ne sais pas s'il y a le temps qui apparaît, bon c'est pas grave, mais c'est accéléré évidemment. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est qu'en fait on a des fois une énorme complexité de l'atmosphère du Soleil. Donc on a ce genre de grande structure. Alors la personne juste avant, tu m'avais dit que tu voyais des petites choses rouges sur une image du Soleil, et bien en fait c'est ça que l'on peut voir en fait partir, être éjecté au-delà du Soleil. Et puis on a ce genre de grandes régions, des régions très actives. On va avoir beaucoup de choses. Vous voyez là, il y a des flashs lumineux, il y a des choses, il y a de la matière qui s'en va, etc. Donc ça va être très important et vous allez voir pourquoi. Mais avant ça, je vais vous parler des taches solaires. Donc en fait, ce que l'on ne voit pas ici, c'est qu'on ne regarde que les températures très très chaudes, ce qui fait qu'en fait, je vous ai caché la surface du Soleil. Si maintenant je reprends cette image-là et que je vais regarder une partie ici, je vais voir ces taches solaires. Alors ces taches solaires, elles apparaissent un peu comme des yeux ou des tournesols, un peu comme vous voulez. C'est assez intéressant parce qu'en fait, elles apparaissent très noires, alors qu'au centre, on est quand même toujours à plus de 5000 degrés. Mais c'est juste que tout autour, comme on est à 6000 degrés, la différence de température fait qu'à l'intérieur, il y fait un tout petit peu plus froid. Évidemment trop chaud pour nous, mais un tout petit peu plus froid comparé à la matière solaire à côté. On voit aussi d'autres choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là, on voit encore une fois, on le voit un peu mieux sur les écrans. On voit des sortes de bulles qui apparaissent. Ça, en fait, la surface du Soleil, qu'est-ce que c'est? Ça va être ces bulles de matière solaire qui sont chauffées, comme quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, et qui vont remonter au niveau de la surface du Soleil et éclater en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle un mouvement de convection de la matière solaire. Donc on a du champ magnétique qui est très très intense, et de temps en temps, eh bien, ces régions actives, ces taches solaires, eh bien, elles vont être associées d'embriancements très importants. C'est ce que l'on voit ici comme étant des flashs lumineux. Donc encore une fois, on a ce télescope qui regarde dans des lumières, dans des températures différentes, mais on voit ce flash lumineux dans beaucoup de celles-ci, de ces lumières. Alors encore une fois, je peux vous montrer une vidéo. Après ce flash lumineux, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître des boucles très lumineuses. Et j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'en fait, on va voir que eh bien, ce n'est pas juste des boucles qui apparaissent, en fait, il y a beaucoup de dynamique à l'intérieur. On va voir que la matière du Soleil, ce que l'on appelle aussi le plasma, qui est en fait un gaz qui est tellement chaud que les particules les atomes ont perdu ce qu'on appelle des électrons. Et en fait, ce que l'on voit ici, eh bien, c'est du champ magnétique qui va rediriger de la matière. Mais cette matière-là, elle va retomber sur le Soleil. Est-ce que ça vous fait penser à un phénomène, des choses qui retombent sur le Soleil, sur la Terre quand vous marchez? La pluie, exactement. Encore une fois, on ne va pas très loin. On appelle ça de la pluie coronale dans notre jargon. D'accord? Donc vent solaire, pluie coronale. Alors je ne sais pas si vous avez vu juste avant, on a vu un tout petit point qui est apparu. C'était la taille de la Terre. Donc la taille de la Terre, si je le remets, ça fait à peu près ça.
comparé à ces énormes boucles que l'on voit sur le Soleil. Donc c'est énorme. Alors quand on a ces éruptions, on va le voir ici, c'est une autre vidéo. Encore une fois, on voit ces images-là. Alors vous allez voir cette petite structure-là en S qui va commencer à bouger. On va avoir ce flash lumineux et puis on va avoir ces gerbes de matière qui vont être éjectées dans le système solaire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des éruptions solaires, et plus particulièrement des éjections de matière solaire. Alors comme ça paraît, ça paraît joli, mais on se dit, bon, ça arrive sur le Soleil, est-ce que ça peut nous impacter, nous, sur Terre? Eh bien oui. Pourquoi? Alors on va le voir ici. J'ai rajouté cette vidéo parce que j'en ai discuté avec une collègue récemment et en fait on la trouve assez intéressante, je vais la démarrer. On va voir déjà cette structure-là qui va commencer à bouger. Donc ça, c'est les structures que l'on voit en rouge lors des éclipses. Et j'aimerais, c'est vraiment juste pour rigoler que je vous la montre, mais je ne sais pas si vous voyez cette structure un peu sombre. Et ce que l'on a vu tout à l'heure, là, qui est parti, eh bien, c'est la même chose, là, c'est la même structure, mais que l'on voit sur la tranche. D'accord, donc on voit juste une sorte de pied de cette arcade qui est partie. Et en fait, elle est suspendue, on le sait maintenant, on a des mesures qui nous permettent de faire ça. On a en fait du champ magnétique, un très fort champ magnétique qui va suspendre ces structures-là. Et puis au fur et à mesure du temps, on va les voir partir. Alors la raison pour laquelle je vous la présente, c'est parce que sur YouTube, vous pouvez voir des personnes qui postent ce genre de choses et qui disent « il y a des ovnis qui sont proches du Soleil et qui s'ancrent sur le Soleil et qui vont récupérer l'énergie du Soleil pour... voilà. Donc on a des invasions d'ovnis dans le système solaire. C'est pas du tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous la montrer parce qu'elle est très jolie et en même temps, c'est des phénomènes physiques que justement on étudie et qui vont encore une fois donner naissance à ces grandes éruptions solaires. Alors, dans cette vidéo, ce que je vous présente, c'est le Soleil comme on l'a vu tout à l'heure, mais je vous présente aussi une caméra grand angle. Cette caméra grand angle, en fait, elle n'a pas le Soleil à l'intérieur. Là, on l'a rajouté. On a même deux caméras grand angle, une en rouge et une en bleu. Et celle, en fait, au centre, on est venu cacher le Soleil. On est venu faire une éclipse artificielle. Et ça nous permet, je vais la repasser, ça nous permet en fait de regarder, puisque le Soleil est très lumineux, en faisant une éclipse artificielle, comme une éclipse que l'on voit sur Terre, ça nous permet de regarder tout ce qui se passe autour. Et ces éruptions solaires que l'on a vues, en fait, quand elles s'échappent du Soleil, elles vont commencer à partir dans le système solaire. Et ce que vous voyez ici, ce sont les planètes du système solaire. Et ces grandes bourrasques, en quelque sorte, ces ouragans de l'espace, comme j'aime les appeler, en fait, elles voyagent depuis le Soleil jusqu'aux planètes du système solaire. Donc là, c'est une vidéo qui est accélérée, une vidéo qui a été prise en 2003, alors que le Soleil était très actif. Et c'est pris sur une période de, je crois, 2 semaines. Donc on voit là ces éruptions, et en fait on en voit plein. C'est comme des sortes de bouffées, des sortes de nuages qui partent du Soleil. Et on en a plein, alors on voit les planètes, là ça doit être Mercure, là on doit avoir Vénus. Et puis nous, en fait, ce satellite-là, ce qui s'appelle SOHO, en fait il est proche de la Terre, il tourne avec la Terre, donc là on est en train de tourner autour du Soleil, et on voit ces grandes gerbes de matière qui s'échappent dans le milieu dans le système solaire, ce qu'on appelle le milieu entre les planètes ou le milieu interplanétaire. Alors ces éruptions-là, elles vont même aller jusqu'aux confins du système solaire. Ça, c'est une représentation, ça n'est pas une vraie image, puisqu'on n'a pas on n'a pas de vidéo, on n'a pas de caméra qui nous permettent de regarder ça, et on n'aurait pas de toute façon la sensibilité. Mais quand ces nuages-là, alors là, en fait, ce qu'on décrit, ce sont les orbites des planètes du système solaire, avec sans doute la plus grande qui est Neptune. Je vais la repasser, je vais recommencer la vidéo. Quand on voit ces nuages partir, en fait, ils vont partir jusqu'aux confins du système solaire. Ils vont atteindre une frontière, la frontière de ce que l'on appelle l'héliosphère. D'accord, la sphère qui entoure le système solaire. Et cette limite, l'héliosphère, donc hélio pour le Soleil, cette limite, c'est en fait un cocon magnétique dans lequel on est, dans lequel le système solaire est, et qui nous protège du milieu interstellaire, c'est-à-dire du milieu entre notre système solaire et d'autres systèmes qu'on appelle les systèmes stellaires, pour d'autres étoiles.
Donc on voit que ces grandes bouffées de matière solaire, en fait, elles vont un peu partout. Alors sur la Terre, on a de la chance parce qu'on est protégé par un bouclier magnétique. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'héliosphère pour le cocon magnétique du Soleil. Pour la Terre, on en a un, ça s'appelle la magnétosphère. Ça, c'est un schéma. D'accord, donc c'est comment est-ce qu'on se représente ce champ magnétique de la Terre. Ça, c'est aussi une modélisation où en fait toutes les particules du vent solaire qui arrivent sur la Terre, en fait, elles sont défléchies, on les voit à partir de chaque côté par ce cocon magnétique. Alors, je vais passer sur cette vidéo-là, qui est encore une fois une modélisation. Alors là, évidemment, en fait, je dis évidemment parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité de voir ces choses-là parce qu'elles sont très, très peu denses. En fait, on a très peu de lumière qui apparaissent. Mais par contre, on peut les sentir. Je vais vous en parler un petit peu après avec notre mission spatiale. On peut les sentir arriver. Et quand elles arrivent à la Terre, ce que l'on sait qui se passe à la Terre, c'est que la magnétosphère terrestre, elle est impactée. Et c'est comme une sorte de cloche qui aurait été tapée par quelque chose. Et ben là, c'est ces grandes éjections solaires, ces éruptions solaires, qui vont venir frapper le cocon magnétique de la Terre. Et en faisant ça, ça va créer ce qu'on appelle des tempêtes géomagnétiques, des tempêtes du magnétisme de la Terre, et ça crée des très belles aurores boréales. Donc, je n'ai pas eu la chance de voir Thomas Pesquet ce matin, mais j'aurais bien aimé lui demander qu'est-ce que ça lui a fait de voir des aurores boréales depuis la Station spatiale internationale, parce que ça a l'air vraiment super. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'aller sur la Station spatiale internationale. On peut aussi en voir de très très belles depuis la Terre. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont amateurs ou amatrices d'aurores boréales? Personne n'en a vu? Ah, une personne. Je vous recommande, dans les années qui suivent, si jamais vous prévoyez d'aller en Norvège, en Islande, le soleil en ce moment est en train de devenir de plus en plus actif, donc vous aurez de plus en plus de chances de voir des aurores boréales si vous allez au pôle Nord ou au pôle Sud, si vous avez la chance d'y aller. Alors les aurores boréales, je vous avais dit, je vous parlerai aussi d'autres planètes du système solaire, et bien on les voit aussi sur les autres planètes. On les voit sur Jupiter, on a de très belles aurores boréales sur Jupiter, et on a aussi des aurores sur Saturne. Donc on n'est pas la seule planète à avoir des aurores. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, ce que l'on se rend compte, eh bien, c'est que quand on a un événement qui part du Soleil, et ça on peut le voir, eh bien, on peut les détecter une fois qu'elles arrivent à la Terre, évidemment, mais aussi aux autres planètes du système solaire. Et moi, quand j'ai découvert ça, en fait, ce que ça m'a fait penser, c'est que malgré ces différences d'échelle que l'on a, le fait que la Terre soit petite par rapport à Jupiter et que Jupiter soit aussi loin de nous, en fait, on est quand même toutes voisines. On vit toutes dans le voisinage de notre étoile. Et en fait, on est toutes soumises aux impacts, aux effets de l'activité de notre étoile. Et quelque part, ça m'a un peu rapproché philosophiquement de la vie qui pourrait y avoir peut-être pas sur ces planètes, mais sur les lunes de ces planètes. Alors évidemment, on cherche aussi à partir, alors pas juste à partir, mais à explorer d'autres mondes. On l'a déjà fait pour la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis demandé, mais est-ce qu'ils savaient, en allant sur la Lune, qu'ils auraient pu être impactés par des éruptions solaires? Et en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que oui. Alors ça, c'est un document qui a été écrit par la NASA. Donc avant le vol, même après, dans les différentes missions Apollo. Et en fait, dans les différentes missions Apollo, il y avait un plan en cas d'éruption solaire. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait se protéger dans le module lunaire, etc. Je trouve que c'est assez intéressant que même à l'époque, en fait, on avait connaissance de ça. Mais on en parle très peu parce qu'on parle d'aller sur Mars. Mais avant d'aller sur Mars, il faudrait peut-être vraiment qu'on comprenne les éruptions solaires parce que pour nous, en tant qu'humains, quand on se reçoit ces éruptions solaires, eh bien, en fait, on est irradié. D'accord ? Donc, ça peut être très dangereux. Et donc, on a des rapports qui nous permettent de voir les doses. Donc, ça, ce sont des doses comme, par exemple, si vous travaillez dans une centrale nucléaire, vous avez des dosimètres. Vous ne pouvez pas dépasser une certaine dose d'irradiation. Mais quand on a ces tempêtes solaires, quand on a ces éruptions solaires, on peut être irradié. Et entre alors c'était quoi, entre Apollo 16 et Apollo 17, on a eu un événement majeur solaire qui aurait pu, si les astronautes étaient en dehors de leur module, ils auraient pu mourir directement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Alors évidemment, moi j'ai très peu de chances d'aller sur les prochaines missions spatiales de l'ESA ou de la NASA, donc que ce soit sur la Lune ou sur Mars, mais peut-être que certains d'entre vous ont postulé ou vont postuler aux prochains appels des astronautes. Mais pensez-y que c'est pas si facile parce qu'il faut trouver les moyens de se protéger. Pour nous, sur Terre, eh bien, on a quand même d'autres effets. On a l'aviation civile. L'aviation civile, quand on est dans un avion, on est moins protégé puisqu'on est plus en altitude du champ magnétique de la Terre. Donc il faut pouvoir se protéger. Il y a aussi tous les systèmes de télécommunication, les satellites, etc., qui sont aussi impactés par l'activité du Soleil. Donc il faut savoir s'y préparer, il faut savoir comprendre comment les prédire et comment réagir s'il y a une éruption solaire. Alors évidemment, on a des moyens de les prédire plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a la science qui va avec, mais on n'en est pas encore au moment de dire à telle heure, à tel endroit, il va y avoir une éruption solaire qui va impacter la Terre de telle manière. Donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attende. Il y a déjà eu des impacts sur certaines sociétés. Donc par exemple, des transformateurs qui ont complètement fondu du fait de courants géomagnétiques qui ont été transportés, du fait de ces grosses tempêtes géomagnétiques sur Terre. Donc ça s'est passé au Canada, ça s'est passé aussi en Afrique du Sud. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait qu'il y a des réseaux électriques en entier qui sont impactés, donc ce qu'on appelle des blackouts, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'électricité. Ça s'est passé au Québec en 1989, où pendant quelques jours, au mois de mars, donc au mois de mars au Québec, au Canada, j'aurais pas aimé ne pas avoir de chauffage, mais bon voilà, c'est des choses auxquelles on pense et c'est des applications en fait de notre science pour la société civile. Alors ça, c'est juste pour vous dire que ça impacte aussi les ondes radio. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est les zones sur la Terre quand on a des événements solaires où on n'a plus la possibilité d'utiliser certaines ondes radio. Donc les radioamateurs, ils connaissent très bien ce phénomène. Le problème, c'est que des fois, ce sont aussi des ondes radio qui sont utilisées pour l'urgence. Et là, en l'occurrence, il y a eu une très forte éruption solaire qui a eu lieu lors de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ouragan Irma, je crois que c'était, qui a eu lieu en 2017. Et en fait, les ondes radio qui étaient utilisées pour aller secourir des personnes n'étaient plus utilisables pendant certaines heures à cause d'une éruption solaire. Donc encore une fois, des impacts sur nos vies. Alors évidemment, la question c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe pour nous en fait, qu'est-ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer notre compréhension de notre Soleil. Et bien pour ça, alors évidemment, on a la recherche fondamentale, la recherche numérique, c'est-à-dire qu'on a des modèles du Soleil, et puis il nous faut aussi plusieurs données. Depuis la Terre, en fait, on est déjà un peu trop loin du Soleil. On a besoin de se rapprocher du Soleil. Et c'est le but de la mission Solar Orbiter, une mission de l'Agence spatiale européenne avec une contribution de la NASA. Donc ça, c'est notre belle mission, notre belle sonde. Alors, je vais peut-être la repasser parce qu'elle est passée un peu trop vite, mais là, on a vu le derrière de la sonde et là, on voit le devant de la sonde. Ce que vous voyez ici, ce sont des petits clapets. On a plusieurs télescopes. C'est des petits clapets qui vont protéger les télescopes quand on n'est pas en train d'observer, parce qu'on se rapproche tellement du Soleil qu'on est obligé de fermer nos portes pour ne pas être éclairé en permanence. On a aussi un bouclier thermique qui nous permet de nous protéger du Soleil, évidemment des panneaux solaires qui nous permettent de récupérer l'électricité. Donc je vais juste repasser pour vous montrer aussi ce mât sur lequel on a plein d'instruments qui cette fois-ci vont en quelque sorte sentir l'environnement autour de la sonde, donc pas juste prendre des images, mais sentir l'environnement de la sonde et aller collecter ces particules du vent solaire qui viennent en permanence. Et lorsqu'on a des grandes tempêtes solaires, de la même manière, on va aller récupérer des informations sur ces tempêtes solaires. Alors on a une batterie d'instruments, c'est un énorme laboratoire qui fait à peu près 3 mètres sur 3 mètres. On a 10 instruments, c'est une énorme collaboration internationale. La France, elle fournit, je crois, 6 instruments, enfin en tout cas une contribution forte sur 6 instruments, donc on est très impliqués dedans. Et ça, c'est le modèle de vol de l'instrument sur lequel je travaille qui s'appelle Spice. Et comme je suis une fille, on m'appelle Spice Girl. Voilà, pour la petite anecdote. Alors avant de partir, le satellite a été testé, la sonde elle a été testée, puisque comme on est en environnement spatial et on se rapproche du Soleil, on a besoin de savoir si la sonde elle tient bien le coup, donc les vibrations, si elle tient bien le coup au niveau des températures, donc qu'il fasse très chaud proche du Soleil, mais aussi qu'il fasse très froid dans l'environnement spatial, etc., etc.
Et on a eu la chance avec mes collègues de partir au lancement, février 2020, complètement innocent, ne sachant pas ce qui allait arriver en mars 2020. On est parti la fleur au fusil aux États-Unis. Alors à l'époque, on commençait déjà à parler du Covid. On a réussi à y aller de toute façon. Et là, on est à 1 heure avant le vol. Et je vais vous montrer la vidéo du lancement, parce que ça, c'est très chouette. Alors ça, c'est la vidéo c'est la vidéo officielle. Et à côté, c'est une vidéo qui a été prise d'une collègue à moi. Donc on entend le bruit. Alors vous pouvez mettre le son. 5, 4, 3, 2, 1. And let's see. Donc nous, on le voit ici. Hein. Donc vous entendez tous les collègues à côté sont là, ouh, mais qui sont sur leur siège en train de prier pour que ça parte, parce qu'on n'a aucune idée de quand ça part, est-ce que ça va exploser ou pas. Et là, en fait, on l'a vu partir sous un très beau, une très belle lune, pleine lune. Et donc on l'a vu partir, on lui a dit au revoir, et c'était un moment vraiment très plein d'émotions en fait, parce que cette sonde, l'idée a été formulée il y a plus d'une vingtaine d'années, elle a mis 10 ans à se construire. Moi, quand j'ai commencé mon travail en 2015, elle devait partir en 2017, elle a été reculée encore et encore et encore, et en 2020, enfin, on est parti en Floride pour aller la voir. Et là, je peux vous dire que ce moment-là, on s'y attend, on s'y prépare pas en fait, on s'y attend pas, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas est-ce que les instruments vont marcher, est-ce que les clapets vont s'ouvrir, est-ce que tout va marcher. Eh bien, heureusement, en fait, tout a marché. On est parti en février 2020. Ça, c'est l'orbite de notre sonde, Solar Orbiter. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez voir, le temps va défiler. On va se servir de Vénus, et puis on va se rapprocher de la Terre plusieurs fois pour faire ce que l'on appelle des assistances gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on va se servir, comme un effet lance-pierre, en fait, on va se servir des planètes pour leur voler un tout petit peu de vitesse, ce qu'on appelle le mouvement angulaire, et se rapprocher de plus en plus du Soleil. Au fur et à mesure du temps, alors là, 3 septembre 2022, il y a quelques semaines, on a fait notre dernière, une des dernières assistances gravitationnelles à Vénus. Jusqu'à présent, en fait, on ne se rapproche plus de la Terre, c'est fini, elle est partie. Vous voyez qu'elle se rapproche du Soleil, mais elle en repart. En fait, elle a une orbite que l'on dit très elliptique. Et au fur et à mesure du temps, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais son inclinaison commence à changer. Donc, elle va de plus en plus au sud et au nord. Et en fait, le but, c'est qu'en 2025, on commence à prendre les toutes premières images jamais prises de toute l'histoire de l'humanité des pôles du Soleil. On n'a jamais vu les pôles du Soleil. Donc c'est un des buts de la mission. Alors, depuis, on a eu pas mal de sciences. On a vu le Soleil avec plusieurs des télescopes. Ça, c'est l'instrument SPICE qui regarde la composition de la lumière du Soleil, donc ce qu'on appelle les émissions à plusieurs températures, mais aussi vraiment la composition, la densité et la température du plasma. Et puis, on peut aussi zoomer sur le Soleil. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo qui va montrer ça un petit peu mieux. Je crois que c'est celle-ci. Donc ça, c'est le télescope grand champ. Si on zoome sur une image, on ne voit pas grand-chose, c'est un peu flou. Mais là, on a aussi un télescope petit champ. On voit les structures, mais à une résolution spatiale qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent. Et on voit en fait ce que l'on pensait être assez statique, en fait, est très dynamique. Et on essaie de comprendre pourquoi. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de choses, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. En fait, c'est comme si vous voyiez une forêt. Vous voyez les arbres, vous voyez la clairière. Maintenant, je vous donne un télescope super puissant et dans la clairière, vous voyez maintenant les petits insectes, vous voyez l'herbe bouger. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de caractériser tout ce qui se passe et de comprendre est-ce que ça peut avoir un rôle sur les éruptions solaires ou pas. Alors des éruptions solaires, on en a vu aussi avec Solar Orbiter. Et maintenant qu'on a 10 instruments à bord, eh bien, on peut les voir avec les télescopes et on peut aussi les sentir passer. Alors je ne vous explique pas en détail, mais tout ça, ce sont des mesures qui sont prises à côté du télescope et on voit ces grandes structures-là que l'on voit dans les graphes. Et bien, en fait, c'est le passage de ces tempêtes solaires qui ont permis à des aficionados des aurores, en fait, ça nous a permis de leur dire, attendez, il y a sans doute une éruption solaire qui arrive à la Terre. Et paf, quelques heures plus tard, on avait des superbes aurores boréales. Donc les photographes se sont précipités pour aller les prendre en photo.
On a aussi des très belles vidéos. Alors, on commence un peu à voir les pôles. En fait, on se rend compte que les pôles, pareil, il y a plein de dynamiques. Alors, je pense qu'on les voit mieux sur les écrans, mais on a plein de petits jets, de la matière qui part. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Pareil, on essaye de comprendre. Ça, ce sont de toutes nouvelles images. Et encore une fois, pourquoi les pôles du Soleil? Parce qu'on pense qu'ils jouent un rôle important. Rappelez-vous, quand je vous ai montré au tout début cette image d'une éclipse avec les cheveux, là, la chevelure qui est plutôt lisse, en fait, c'est là où on a les pôles du champ magnétique. Et en fait, on ne sait pas comment c'est structuré. Est-ce que ça va avoir un effet sur le cycle solaire ou pas? Comment c'est structuré? On se pose des questions, surtout que depuis qu'on a vu les pôles de Saturne, ça c'est la mission Cassini, donc qui a été prise il y a quelques années, et très récemment les pôles de Jupiter, on se rend compte qu'en fait on ne connaît rien des pôles. Et Jupiter et Saturne, ce sont les planètes qui se rapprochent le plus d'une étoile, parce que ce sont des planètes gazeuses, ce ne sont pas des planètes solides comme la Terre. Et donc on se demande si au niveau du Soleil, on pourrait voir ce genre de structure et quel rôle ça jouerait dans l'évolution de la dynamique du Soleil. Donc voilà, j'ai fini. Je voulais juste... on a parlé du Soleil, du système solaire. Je voulais juste vous faire une petite ouverture à vous, peut-être ce soir, ou quand vous verrez un ciel étoilé. Ça, c'est le transit de Vénus. On voit le transit de Vénus, donc Vénus qui passe devant le Soleil. Et en fait, cette même chose, ce même transit, on peut le voir avec des exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc, par exemple, le système TRAPPIST, où on a 7 planètes qui tournent autour d'une étoile. Et maintenant, on commence vraiment à être à la chasse des exoplanètes. On a plus de 5000 exoplanètes répertoriées. Mais pour chacune d'elles, en fait, se pose la question de... donc ça, c'est tous les systèmes que l'on a. Alors, c'est même pas à jour. Je crois qu'à l'époque, on n'en avait que 3000. C'était en 2012. Ça, c'est tous les systèmes que l'on connaît. Donc, les étoiles, leurs soleils ne sont pas représentés. Mais vous voyez la variété des systèmes que l'on a, avec plus ou moins des grosses planètes, des petites planètes. On en a énormément. Mais toujours se pose la question de est-ce qu'on va trouver la vie sur ces autres planètes? Et pour trouver la vie sur ces autres planètes, on a besoin de savoir comment se comportent leurs étoiles. Est-ce qu'elles sont aussi actives que le Soleil? Est-ce qu'elles sont trop actives? Auquel cas, s'il y a trop d'éruptions stellaires, c'est pas possible. Et se pose donc cette question. Mais je vous laisse avec cette belle image qui a été prise par, encore une fois, la mission Cassini, avec les beaux anneaux de Saturne. Ça, c'est la Terre que l'on voit. Et donc ça remet un peu en perspective ce qu'a dit Carl Sagan, c'est que ça, c'est notre maison. C'est tout ce que l'on connaît, c'est tout ce que l'on aime, tout ce que l'on déteste. C'est dans ce tout petit point bleu. Et j'espère que je vous ai un peu transmis ce message que, en fait, dans le système solaire, même si on est un tout petit point, on est quand même aussi... rattachés à nos planètes sœurs par l'activité de notre Soleil qui nous ménage pas forcément très bien en permanence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léo Janvier. Je vous propose de poursuivre cet exposé en vous donnant la possibilité de poser vos questions à notre invité, Amélie Janvier, qui est là pour vous répondre. Un micro est prévu à cet effet, n'hésitez pas. Madame. Je voudrais savoir si les aurores boréales sur les autres planètes que vous avez mentionnées, est-ce qu'elles ont la même couleur, elles ressemblent à celles qui sont sur Terre? C'est une très très bonne question. Alors, je dirais oui et non, dans le sens où en fait sur Terre on a plusieurs couleurs différentes et ces couleurs elles sont dues en fait à l'émission de lumière par l'excitation des atomes qui composent notre atmosphère. En fait notre atmosphère elle n'est pas juste composée d'oxygène, on a aussi de l'azote et donc suivant, et aussi même pour l'oxygène, suivant les degrés d'excitation de l'atome, on peut avoir des couleurs qui sont différentes. Pour Jupiter et pour Saturne on va retrouver les mêmes composés. Sauf que, en fait, c'est très difficile de répondre à votre question parce qu'on n'a pas la possibilité de les voir en lumière visible. En fait, nous, ce que l'on voit, les images que je vous montre, en fait, c'est des images. Alors, je ne me rappelle plus si c'est en ultraviolet, mais c'est pas dans la gamme du visible. Et peut-être qu'avec des imageurs en visible, on pourrait les voir, mais en tout cas, pas sur les images que je vous ai montrées. Mais je
Je ferai peut-être ma petite recherche. C'est une très bonne question. Et pour compléter, de ce qu'on voit autrement qu'en lumière visible, est-ce qu'on ne peut pas déduire ce qu'on verrait en lumière visible? C'est plus compliqué que ça? Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas quelles sont les interactions forcément possibles avec la composition de l'atmosphère de Jupiter et de Saturne. Donc je ne sais pas forcément quels sont les atomes qui sont excités dans ces aurores. Après, c'est peut-être connu, mais comme je ne suis pas experte de ces aurores-là, je préfère pas répondre et dire de bêtises. Entendu. Il y avait une question, je crois, monsieur. Oui, alors concernant la communication avec la sonde Solar Orbiter, est-ce que la communication peut être perturbée par l'activité solaire et qu'est-ce qui peut être mis en place pour résoudre le problème? Alors c'est pareil, c'est une très très bonne question. Alors en fait, je dirais que le plus gros, donc pas vraiment dans le sens où la communication en elle-même, elle est de manière régulière et les ondes lumineuses que l'on utilise, en fait, elles ne sont pas vraiment perturbées par les éruptions solaires. Ce qui est vraiment perturbé, ça va être les senseurs. Les senseurs eux-mêmes vont ressentir quelque chose. Mais les signaux radio que l'on envoie, eux, ne sont pas vraiment perturbés. Par contre, ça me permet quand même de parler un petit peu de la mission. Ce qui est très fortement perturbé en termes de communication, c'est le fait que la sonde, elle s'éloigne de plus en plus de la Terre. Enfin, quand elle s'éloigne, on n'a pratiquement pas de possibilité de communiquer avec elle. Et ça, c'est ce qui rend la mission très difficile. C'est qu'en fait, il faut qu'on planifie tout à l'avance. Et généralement, quand elle revient proche du Soleil et qu'on a la capacité de communiquer avec elle, c'est là où on va lui lancer toutes nos commandes et aussi les recevoir. Et jusqu'à présent, les éruptions solaires n'ont jamais eu un effet sur ces communications-là. Elles n'en ont pas. Par contre, alors, petite anecdote, juste pour vous dire la complexité des choses, c'est qu'il y a des choses sur Terre qui peuvent impacter la communication avec les satellites. En particulier, en avril, donc on a eu une énorme campagne en mars-avril. En avril, on devait récupérer les données parce que Solar Orbiter partait loin de la Terre, donc on savait que pendant quelques mois, on n'allait plus pouvoir vraiment communiquer avec elle. Et il y a eu une tempête de sable saharienne. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était en avril, je crois. Même les montagnes dans les Alpes. Le ciel était rouge. Le ciel était rouge, exactement. Ouais. Et bien, les antennes radio que l'on utilise pour communiquer avec la sonde ont été recouvertes d'une petite couche de sable qui n'ont pas permis que l'on communique à notre sonde au moment où il fallait. Et on a perdu énormément de données à cause de ça. Donc bon, juste pour dire que les tempêtes sur Terre peuvent aussi impacter la communication. Une autre question peut-être. Monsieur, tout en haut. Je viens jusqu'à vous. Mio Janvier vous écoute. Je veux savoir qu'en est-il de l'avenir du Soleil? Qu'est-ce qui va devenir quand il va mourir? Un trou noir, une géante rouge, enfin, ou rien? Qu'est-ce qui va se passer pour lui, si on le sait? Oui, alors on le sait, parce que théoriquement, en fait, on a des équations qui nous disent quelle masse il faut pour un objet, enfin pour une étoile, pour devenir un trou noir. Et le Soleil, en fait, n'est pas assez massif, il n'a pas assez de matière pour devenir un trou noir. Donc il va suivre une évolution qui est un peu classique d'une étoile de type solaire, qui est qu'en fait, elle va devenir, comme vous avez dit, une géante rouge. Elle va grossir, grossir, grossir. Alors là, se pose la question de l'avenir de la Terre. Est-ce que la Terre va être mangée, en quelque sorte, par le Soleil, ou est-ce que son orbite va changer? Ça, il y a des modèles qui sont étudiés. Mais elle va grossir, 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 jusqu'à un moment donné où en fait elle va se rétracter complètement et devenir une naine blanche. Et la fin de la vie de cette étoile, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Donc une étoile, toute petite étoile, pas du tout le Soleil, qui vraiment voilà, pas un trou noir. Une naine blanche, alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en fait, au bout d'un moment donné, il y a plus de matière. Donc oui. Et la naine blanche, quand vous dites c'est une petite étoile par rapport au Soleil ou à Jupiter, ça fait à peu près quoi? Alors, là, vous me posez des cols sur l'avenir du Soleil. Je ne sais plus pour le Soleil, parce qu'en fait, on sait quelle est la matière. Donc, on a des atomes d'hydrogène qui sont transformés en atomes d'hélium, donc on sait à peu près quelle est la quantité qu'il y a. On sait à peu près quelle sera la masse de cette naine blanche. Mais maintenant, je suis incapable de dire là la comparaison avec Jupiter ou pas. C'est bien plus petit, mais je ne sais pas de combien. En tout cas, c'est très petit par rapport au Soleil. Ouais, oui. Alors, une question d'abord en haut et ensuite ici plus bas. Je crois que c'était par là. Voilà.
Monsieur. Ouais, vous nous avez dit que l'héliosphère, elle nous protégeait notre système solaire. Et elle nous protège de quoi? De particules de rayonnement? Et de qu'est-ce qui émet ces choses? Oui, alors peut-être que protéger, c'est pas vraiment le bon mot, parce que protéger, il y a un peu un but. Il n'y a pas vraiment de but dans ça. Enfin, dans le sens où la magnétosphère sur Terre, elle nous protège effectivement des éruptions solaires. L'héliosphère, en fait, c'est pas vraiment qu'elle nous protège, c'est qu'elle permet quand même de défléchir de la même manière que la magnétosphère le fait avec les particules du Soleil. En fait, elle défléchit toutes les particules qui sont dans le milieu interstellaire. Donc, le milieu interstellaire, c'est le milieu entre les étoiles, entre toutes les étoiles. Il y a quand même de la matière, surtout de l'hydrogène, entre de l'hélium, etc. Et il va y avoir des particules qui sont ionisées. Donc, ces particules ionisées, elles voyagent un peu partout. Et l'héliosphère forme une sorte de barrière. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait constamment. Après, il va y avoir des particules très énergétiques, ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui eux viennent d'autres objets de la galaxie, même au-delà de la galaxie, qui sont des étoiles en fin de vie, par exemple des supernovae, qui vont exploser et qui vont envoyer des particules très très énergétiques à travers la galaxie. Et ça, en partie, mais pas complètement, elles sont défléchies par l'héliosphère. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Terre, en fait, on voit une partie de ces rayons cosmiques qui arrivent. On a des moniteurs, même en Antarctique, même la France, en fait, elle a même des moniteurs en Antarctique. On peut les voir un peu partout arriver sur Terre. On en a en fait très peu, parce que depuis, elles ont été diffusées, elles sont parties un peu partout. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours du cycle solaire, l'héliosphère, en fait, elle a tendance à devenir plus intense et puis à se relaxer. Et on voit ces effets sur le nombre de rayons cosmiques que l'on voit sur la Terre. Et vous parliez de particules ionisées. Quelle est leur nature plus précisément à ces particules? Ce sont des atomes, des molécules, des protons? Alors, pas vraiment des molécules, parce que les molécules sont trop lourdes, mais ça va être des atomes donc ça peut être des atomes, pardon. Ça peut être, mais principalement, c'est des particules très très petites, comme des protons, des électrons, et puis après des neutrinos. Donc là, on parle vraiment de la physique à très petite échelle, qui sont des particules qui ne constituent même plus des atomes. Et donc, quand on voit des aurores boréales, ce sont des protons et des électrons qui arrivent du Soleil? Alors, non, les aurores boréales, ce sont par contre les atomes de l'atmosphère de la Terre, donc les atomes d'oxygène, d'azote, qui ont été frappés par des électrons ou par des protons et qui ont perdu une partie de leur consistance en quelque sorte et qui vont émettre de la lumière, ou alors qui vont récupérer et qui vont émettre de la lumière de la même manière. Donc là, par contre, ce sont des atomes et pas des particules. Merci. C'est une dégénérescence différente. Pour la précision. Il y avait une question, je crois, par ici. C'était vous, monsieur. Merci. Oui, quand on regarde un bulletin météo aujourd'hui, on peut observer un indice qui est l'indice UV, qui va d'une échelle de 1 à 12, je crois. Enfin, qu'est-ce qui correspond exactement à cette intensité d'UV qu'on observe dans le bulletin et pourquoi il est si variant? Alors, de manière générale, en fait, on reçoit de la lumière du soleil. Cette lumière du soleil, en fait, j'ai parlé de plusieurs composés, de plusieurs composantes, la lumière visible, les ultraviolets. La plupart des ultraviolets, en fait, sont réfléchis par l'atmosphère terrestre, mais une partie va arriver sur la Terre. Et en fait, ce que l'on peut faire en fait, sur Terre, c'est que l'on peut mesurer, typiquement sur un petit carré de 1 cm², 1 cm sur 1 cm, par exemple, on va mesurer l'intensité de ces ultraviolets. De manière générale, au cours d'un cycle solaire, ce que l'on reçoit en termes d'ultraviolets ne change pas vraiment. Alors ça change un tout petit peu, mais ça ne change pas vraiment. Ce qui nous fait dire que, par exemple, pour les modèles de climatologie, ce n'est pas le soleil qui va vraiment influencer sur l'énergie que l'on reçoit. Maintenant, ce qui va influencer sur Terre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait que, suivant que l'on soit du côté hiver ou du côté été, les rayons lumineux arrivent avec des incidences différentes. Donc les intensités lumineuses vont être, enfin pas les intensités, l'énergie qui va être déposée va être différente. La couverture nuageuse va aussi bloquer plus ou moins. Donc la variabilité, en fait, elle est faite de la saison. Elle est faite de la couverture nuageuse. Elle est faite, par exemple, l'été, les sols ont tendance aussi à garder... ça n'a aucune incidence sur les UVC, c'est plutôt pour les températures. Donc
oublié. En tout cas, il y a peu d'influence du Soleil lui-même. C'est le... Non. En fait, sur les éruptions, alors c'est aussi un gros débat et c'est bien qu'on en parle en fait. C'est que il y a des gens, des détracteurs de l'effet humain sur le changement climatique qui vont dire mais regardez le Soleil, il envoie des éruptions solaires. Mais en fait, quand on voit ces énormes flashs lumineux, ça n'est que dans une toute partie infime des ultraviolets extrêmes et des rayons X. Mais dans l'ensemble, les ultraviolets que l'on reçoit du Soleil, le plus gros, c'est juste l'émission de la surface du Soleil. Et ça ne change très peu. En tout cas, ça varie sur un cycle de 11 ans et ça n'a pas varié comme ça l'a fait sur Terre. On a encore le temps pour une question. Oui. Vous voulez pas le micro? Est-ce qu'il y a? Alors, je vais quand même vous emmener le micro. Je pense qu'on entendra beaucoup mieux. Et ça va prendre une seconde si j'arrive jusqu'en haut. Est-ce qu'il y a une 10e planète? C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a une 10e planète? Une 10e planète. Ou est-ce que c'est un mythe? Parce qu'il y a comme des chercheurs qui... Oui. Alors, non, c'est pas forcément que c'est un mythe, c'est qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. En fait, ce que l'on se rend compte maintenant, c'est qu'en étudiant et en ayant aussi la capacité maintenant, avec des détecteurs qui sont de plus en plus sensibles, c'est qu'on se rend compte qu'on a des planètes qui sont un peu errantes. Des planètes donc, qui ne sont pas proches de leur étoile, qui sont très loin. On a des planètes qui sont aussi à la limite entre une planète et ce qu'on appelle une naine brune, qui est en fait c'est une étoile qui n'est pas vraiment une étoile, qui n'a pas assez de matière pour former sa propre lumière et pour émettre énormément de lumière. Et donc on ne sait pas si c'est vraiment une planète ou une étoile. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'objets qui sont très peu lumineux et que l'on ne voit pas. Et ça, gravitationnellement, c'est-à-dire l'impact sur les orbites, ça peut influer puisqu'on a de la matière, mais on ne les voit pas. Et donc se pose la question de est-ce que les effets que l'on a vus sur certains orbites d'objets dans le système solaire, est-ce que ça serait dû à une 10e planète que l'on n'a pas encore découverte ou est-ce que c'est dû à d'autres phénomènes? Donc ça n'est pas un mythe, mais ça n'est pas avéré. Voilà. Merci beaucoup, Mio Janvier. Vous pouvez l'applaudir. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, public, pour votre attention et pour vos questions. Cette journée sur les épaules des géants est maintenant terminée. À toutes et à tous, une très bonne soirée. Au revoir. Peace.